Si tu veux que ce soit ça le Bon, début du. bah, je sais pas, tu commences le truc. Ok, les gens, on va vous parler de trucs incroyables ce soir. Il se passe des trucs de fou dans le monde. Tesla voit sa capitalisation boursière divisée par 2. Trump au service du capital, apparemment, c'est l'inverse qui se produit. On va voir un petit peu comment ça marche. Moi, je vais peut-être m'énerver un petit peu, voire beaucoup, à propos de Firefox. C'est un sujet, je suis un peu passionné là-dessus. Mais il y a une petite touche positive pour l'open source quand même si c'est pas du coup Firefox. Alors, cette semaine, ça va toi? Bah écoute, moi ça va. Hein. Je connais quelqu'un qui a reçu un paquet, un gros paquet, Un cadeau? un certain cadeau. J'ai maintenant en possession un frigidaire dans mon bureau. En fait, je voulais lui prendre un mini frigo. Au final, le frigo, il est pas si mini que ça, quoi. Il est un petit peu plus gros que prévu. Mais voilà, c'est vraiment... En fait, je voulais épouser la vibe startup nation à 3000%, tu vois. Parce que t'es un peu une startup, on va pas se mentir, t'es un peu macroniste sur cet aspect-là. Oula, moi je serais pas. T'entreprends un Non, je jeu, considère. tu vends ton produit sur un marché libre. J'aime pas le concept de normaliser que Macron il est pour l'entrepreneuriat, hein, parce que ils viennent d'essayer de faire passer une loi pour que les entrepreneurs payent plus de taxes que les autres. Enfin voilà, c'est pas une. En fait, ce que j'adore, c'est quand tu regardes les sondages des entrepreneurs, tu regardes les top problématiques qui se posent, genre qu'est-ce qu'ils demandent comme changement au niveau de la loi, etc. Et genre toutes les mesures macronistes sont complètement absentes de ce classement. Le top des classements, c'est genre on veut une situation économique stable, on veut des gens qui puissent dépenser de l'argent dans nos business, on veut de la visibilité sur... on veut pas des changements brusques de législation et tout. Et là, ils sont là genre oui, les autres entrepreneurs, on va comme ça augmenter la TVA massivement, sans prévenir, sans aucune raison. Bref. Ouais, non. Heureusement que LFI était là Ouais. pour sonner l'alerte là-dessus, hein, encore une fois. Ouais, LFI, ouais. du côté des auto-entrepreneurs. Pour rappeler à Bruno Le Maire, non, Bruno Le Maire, enfin c'est tous la même personne. Donc. Bayrou, oui, c'est la même Bayrou personne. de lire son propre projet. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait très start-up maintenant. Du coup, vous rentrez et tu sais que je suis allé. J'ai transporté pendant 1 heure du coup des canettes pour pouvoir mettre des canettes dedans. Ah, ça y est, tu l'as fait. Juste pour qu'il y ait des canettes dedans, tu vois, pour que t'arrives, tu vois, il y a des canettes dedans. C'est parfait. Par contre, ouais, si tu voulais vraiment que je m'attende pas à un cadeau, genre que tu me fasses, je crois que t'as gagné là-dessus. Je m'attendais absolument pas à ça comme cadeau d'Aniv. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai traversé toute l'île de France, j'ai pris le RER avec un mini frigo, genre comme ça. Et ça sert à quoi d'aller à la salle 2 fois par semaine si à un moment tu n'utilises pas pour faire une tâche un petit peu challengeante physiquement, d'accord? Donc je me suis dit, vas-y, je porte le truc. Le truc était, ouais, c'était un peu lourd quand même. Pour ceux qui écoutent en audio, quand il a dit 2 fois par semaine pour la salle, il a fait les guillemets avec les mains comme ça. Il a dit 2 fois par semaine, il a fait le guillemet. Voilà, parce que si vous n'avez pas cette information-là pour les gens qui écoutent en audio, vous pouvez pas comprendre toute la phrase. Écoute, moi c'est encore mieux hein, si tu révèles que en fait j'y vais pas souvent et que j'ai quand même ce corps de rêve présent devant vous, c'est que le talent est encore plus Alors, élevé, petite précision pour les gens qui écoutent en audio, il n'a pas en fait un corps de rêve. Écoute, j'ai pas encore lancé mon Insta, j'ai pas encore lancé les... Ah bon, on attend que ça, Insta, hein. Non, mais faut attendre encore un peu, tu vois, il faut encore quelques... Bon, mais donc je traverse, je prends le RER, je traverse genre toute l'île de France avec littéralement un frigo dans les bras, comme ça, en train de le porter. À Châtelet, je change de RER à Châtelet et quelqu'un, je suis en train de descendre l'escalator, quelqu'un en face monte un escalator, genre un groupe de gens, et il y a une dame qui dit « Oh, il y a Bad Mulch avec un énorme cadeau », parce que le truc est emballé dans un papier cadeau rouge. Genre vraiment le truc le plus discret possible. C'était trop marrant, j'étais mort de rire. Heureusement qu'elle partait dans l'autre sens et qu'on s'est vite éloigné parce que elle n'a pas pu faire un reveal, genre une photo ou un truc comme ça. Ah là là.
Alors, tu nous as apporté Et un ouais, hein. sujet encore Trump, encore les États-Unis, encore le fascisme. Bah ouais, Dis-nous mais tout. si tu voulais pas entendre parler de ça, Ouais. fallait que tu déménages aux US, que tu t'inscrives sur les listes électorales, que tu fasses de la fraude électorale, que tu t'engages dans la campagne de Kamala Harris et que tu fasses du porte-à-porte pendant au moins 2 ans avant la campagne. Voilà, c'est tout. Ils ont réélu Trump, qu'est-ce que tu veux? On est obligé d'en reparler Vas-y, pendant dis-nous, encore dis-nous. 4 ans. Dis-nous les datas. Bon, ce qui est marrant quand même, s'il y a un truc de marrant dans ce qui se passe, c'est que j'ai un peu l'impression que cette nouvelle forme de fascisme américain est en train de brûler très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont de la poudre à canon, mais ils sont vraiment en train de brûler, même auprès de leur propre base, auprès de leurs électeurs, toute leur crédibilité et toute la bonne foi que les Ouais. électeurs pouvaient avoir pour eux. Parce que l'économie américaine, sur plein d'aspects, est en train de partir en vrille, quoi. Par exemple, parce J'avais que... vu un truc comme quoi c'était Ouais. que après Biden, après l'administration Biden, l'économie était à un des points le plus haut jamais vu depuis un bon moment. C'est vrai ça? Oui, oui, oui. Ouais, Alors ouais, c'est vrai, pourquoi mais ça on l'apprend après les élections? Pourquoi ils veulent pas le dire avant les élections? bah, en fait, on le savait déjà avant les élections, hein. Je veux dire, c'est juste que toi, enfin, les médias mainstream vont pas le mettre en avant, les médias américains et tout, Ah ouais, ok. ils sont contrôlés de fou par la droite. Mais là, par exemple, donc, gardez en tête quand je vous parle de ces capitalisations boursières, nous en France, souvent, ouais, on entend parler du niveau du CAC 40 et tout, on se dit, bon, on s'en fout un peu parce que les actions, bah, c'est genre le top, je sais pas, 5%, 10% de la population qui possède même certaines actions privées, et c'est plutôt le top 1% qui va en avoir genre une somme à peu près significative de leurs économies qui sont dans la bourse, tu vois. Donc on s'en fout un peu. Enfin, la majorité de la population est là, genre, ouais, ok, si le CAC 40 baisse de 5 points, 10 points, ok, on s'en fout. Aux US, c'est déjà plus important dans leur économie parce que ils ont tout un tas de retraites, de systèmes de retraite qui sont privés et donc en fait qui sont investis dans la bourse. Et beaucoup plus de proportions de leur économie sont genre liées à la bourse d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc ça peut avoir des impacts. C'est pour ça la crise de 2008 a frappé. Aux US, c'est déjà plus important. C'était pas une crise sur la bourse directement, mais après ça fait un effet domino sur tous les aspects de la finance. Mais voilà, c'est plus intégré, c'est plus financiarisé aux US. Et c'est pour ça que quand tu apprends que là, par exemple, Tesla voit sa capitalisation boursière divisée par 2 depuis décembre. Littéralement divisée par 2. Alors, je veux dire, C'est le fou nombre de ça. gens qui étaient d'accord pour dire que Tesla c'était une bulle, il y avait beaucoup de gens qui le disaient. Moi, je le disais. Hein. Je disais genre oui, c'est une blague, cette valeur n'est pas réelle. Et lundi aujourd'hui, chute de 8% des actions Tesla. Mais Ce qui est fou. énorme pour un jour. C'est énorme, c'est immense. Et c'est pas juste Tesla. Le plongeon s'inscrit dans une tendance plus large de baisse des cours à Wall Street. Alors, on a... Après, ça a l'air très très volatile la capitalisation de Tesla, non? Ah bah oui, non, mais attends, si tu regardais là, je veux dire, les gens qui analysaient, si tu regardes juste le nombre de voitures que vendait Tesla par année par rapport à d'autres énormes fabricants automobiles, genre Toyota et tout, c'est une micro-fraction, c'est genre 1% ou un truc comme ça. Et leur market cap était plus grand que Toyota ou d'autres entreprises. Ouais, je Après, sais, vous mais savez comment ça marche, c'est l'estimation de comment l'entreprise va fonctionner dans le futur. C'est en gros la hype des actionnaires. Est-ce que les gens s'échangent des actions pour une somme élevée ou non, tu vois? quand tu dis ça a perdu 2 fois a été divisé par 2 la capitalisation boursière, divisé par 2 depuis le niveau que ça avait à son point le plus haut le 17 décembre 2024, je crois. Ouais, autour de ça, ouais. Mais du coup, quand tu remontes en fin octobre 2024, donc à peu près un mois plus tôt, c'était aussi à 220. Enfin, c'était au même niveau que Ouais, c'est actuellement, tu ça a vois. fait x2 et là, ça a redivisé par 2, quoi. Ouais, donc, En l'espace de 4 mois. Ouais. ouais. C'est un... Non, mais c'est bon, c'est très volatile. Après, bon, il y a d'autres entreprises. Le cours des actions des 7 magnifiques, entre guillemets, le surnom donné au grand nom du secteur technologique, ils ont tous chuté. Donc, Alphabet, moins 4%, Amazon, moins 2,4%, Meta, moins 5%, Apple, moins 5%, Microsoft, moins 3%, Nvidia, moins 5% aussi. Et ça, c'est juste une journée.
Genre, il y a Ouais. des trucs qui sont en train de se casser la gueule complètement parce que, genre, il y a presque personne qui a un avis positif ou de l'espoir dans l'administration Trump. Genre, la façon dont ils ont complètement arrêté de même essayer de mettre un vernis sur leur politique, de dire, quand ils communiquent publiquement, d'essayer d'apparaître quand même comme des gens sérieux, ou d'essayer de dire qu'il y a une logique derrière ce qu'ils font, toute la posture sur l'international, le désastre diplomatique avec Zelensky, le truc de on va envahir le Groenland, le Canada, machin, mais en fait non, et en fait c'était une strate pour négocier, mais en fait on n'a rien obtenu dans la négociation, et tout le reste des dingueries qu'on a aux US, bah en fait, même la classe capitaliste américaine, même les gens qui sont dans des agences haut placées, enfin, qui ont de l'influence comme ça dans les médias, par exemple, pour créer des narratifs et tout, personne soutient cette administration. Tout le monde les prend pour des tarés. Donc, j'ai quand même un petit espoir. Alors après, en fait, pour moi, toute la question, c'est à quel point ils vont réussir à saboter le processus électoral, tu vois. Parce que s'ils sabotent, on sait très bien que les républicains, avec le gerrymandering et d'autres procédures, ils arrivent à biaiser les élections de fou en leur faveur par rapport aux démocrates. Et c'est le cas, les dernières élections, il y avait divers facteurs qui jouaient en faveur des républicains, même dans le processus électoral lui-même, le découpage des, euh, des bureaux de vote et tout en gerrymandering, le fait qu'il y a moins de bureaux de vote par habitant dans des quartiers plus pauvres où il y a disproportionnellement des personnes non blanches, par exemple, qui votent plus démocrates. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Mais moi, je m'inquiète juste sur est-ce que les prochaines élections, s'il y en a, bon, je pense que probablement il y en aura quand même. Hein, si on a un truc autoritaire et tout, je pense que ça va être un truc plus en mode Russie, où t'as un semblant d'élection qui est organisé, mais en fait c'est biaisé et faussé. Donc moi je m'inquiète juste de est-ce que les prochaines élections ils vont réussir à genre vraiment faire de la fraude, le cabinet Trump, Trump lui-même, Elon Musk. On rappelle que Musk, avec son infiltration des dates des serveurs et de plein d'agences étatiques et tout, la prochaine étape logique, ça serait genre d'essayer de hacker les machines de vote pour fausser parce qu'il y a beaucoup de votes électroniques aux US. Mais s'ils n'arrivent pas à garder le pouvoir par ce biais-là, il y a moyen qu'il y ait un gros backlash démocrate la prochaine fois. Hein. Après, le problème, c'est que les démocrates sont pas du tout en train de remettre en question leur ligne néolibérale désastreuse de Kamala Harris et de la dernière campagne. Hein. J'ai vu là les candidats qui sont en train d'essayer de mettre en avant et tout. Il y a pas, on se disait, mais peut-être qu'il y aura un regain de l'aile progressiste, les Bernie Sanders, les Ocasio-Cortez, etc. Ça n'a pas du tout l'air de bouger sur ce plan-là, donc bon. Bah, d'un côté, ça a pas l'air de bouger. D'un autre côté, il y a aussi le fait que ils ont encore plus serré les vis côté médias, contrôle des médias, Ouais. les républicains. Donc, il y a peut-être moins de possibilités d'avoir du bruit aussi. Pas C'est-à-dire, faux, ouais. ils- le- l'influence des démocrates et des progressistes pendant les 4 dernières années, c'était sous une administration Biden. Maintenant, on est de retour avec une administration Trump et il y a déjà naturellement chez les journalistes, enfin les médias, bah, après c'est pas vraiment des médias, mais chez les entreprises d'information, on va dire, Ouais, il y a ouais. naturellement une volonté d'être gentil avec les pouvoirs en place pour avoir possiblement les informations en priorité. Tu sais, il y a toujours ce petit côté de on va être sympa, du coup on va pouvoir obtenir les confidences, etc., etc. Et en même temps, on a vu pendant les présidentielles se durcir le contrôle des milliardaires. Tu as par exemple, comment il s'appelle, Bezos. Jeff Bezos, qui a complètement changé la ligne éditoriale de Washington Post, alors que c'était une ligne éditoriale, toutes les présidentielles, il y avait un bulletin d'opinion au Washington Post. Il a dit cette année, il n'y en aura pas, cette fois, il n'y en aura pas. Et là, il essaye de changer. Il a annoncé, il a fait un tweet en disant ça y est, on change complètement le fonctionnement de Washington Post. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Mais du coup, la personne qui était en charge du Washington Post a démissionné.
Et maintenant, c'est un peu en mode, maintenant, je vais trouver quelqu'un qui veut bien. Il a dit ça. Alors, pour citer à peu près, pour citer de manière assez proche ce qu'il a dit, Bezos a dit, il y avait avant cette mission de la part des médias de donner une place à des paroles diversifiées. Mais maintenant, c'est Internet qui fait ça. Donc, ce sera plus le rôle de Washington Post à partir de maintenant. Waouh. Et du coup, Internet qui fait ça, c'est Twitter. C'est Twitter. Ok, tout va bien. Trop bien. Bon, bah, mais ouais, tu vois, super, donc ouais, je pense que t'as raison que les démocrates se font petits. Les démocrates un peu de droite, un peu qui voulaient pas proposer des changements de fond de la société pendant les présidentielles. Eux, ils se font petits parce qu'ils savent que c'est de leur faute. Et ils attendent le moment pour revenir, pour proposer une primaire, et puis voilà. Et les vrais progressistes, bah, je pense qu'ils ont du mal à avoir une place, à avoir une voix au sein de ces médias, au sein, voilà, et les créateurs de contenu les plus progressistes, des fois, sont catastrophiques, donc ça aide pas non plus. Ah là, ouais. Mais ça, je suis pas sûr comment en parler. Bah si, on le mentionne vite fait. Hassan, en gros, c'était la semaine dernière. Donc Hassan, qui est un créateur de contenu, un des plus grands créateurs de contenu politique aux États-Unis. Hein. Ouais, streamer et tout. Donc en gros, il a dit, il faisait une critique absolument valide sur un républicain qui a fait une fraude massive à l'assurance, etc. Le truc, c'est qu'en fait, il a dit, si les républicains voulaient vraiment lutter pour la sécurité sociale, alors il tuerait ce républicain en particulier qui a fraudé. Mais en fait, il a juste dit... En fait, il a juste fait le truc de façon edgy, tu vois. Il a juste fait son truc edgy de... Ouais, mais il a une audience de malade. Mais oui, mais c'est une catastrophe. Et avec les précédents récents de ce qui s'est passé... Et du coup, il s'est pris un ban. Ça sonne automatiquement comme un appel. Genre, je suis désolé. Oui, voilà. Donc, donc la droite a réagi. Mais bon, bien sûr qu'un truc comme ça va être utilisé instantanément. Et donc... Sur les réseaux, ils ont fait une polémique. Ils ont dit, attends, là, il est en train d'appeler à la mort de quelqu'un, ce qui est une interprétation, en effet. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est pris un ban Twitch qui, je pense, au final, a duré 24 heures parce qu'il a été déban assez rapidement. Mais voilà, c'est juste, tu vois, enfin, il faut être stratégique quand tu es dans la situation des US, là. Mais même en général, les progressistes, genre, soyons stratégiques sur les termes et tout. Ils vont utiliser n'importe quoi contre nous, le moindre petit faux pas, le moindre petit pas de côté. Et si c'est genre littéralement parler, discuter du fait de tuer un sénateur républicain qui est en place, ils vont utiliser pour détruire le mouvement, ils vont utiliser pour décrédibiliser. Tu le dis une fois, ils vont te ressortir l'équipe à chaque fois, tu vois. Hassan, il y avait vraiment plein de raisons de le ouais, non, mais en plus, non, mais on va pas parler de ces autres positions désastreuses, mais juste, aussi les progressistes, essayer d'être basés aussi les progressistes. Oui, essayer d'être basés. Enfin, les takes sur l'Ukraine, les takes sur les milices, sur les takes sur le Hezbollah, le Hamas. Enfin, arrêtons de dire n'importe quoi. Je sais pas. Quand t'as les médias les médias mainstream sont capturés, la télé sont capturés par les républicains, par les milliardaires qui sont tous de droite ou d'extrême droite. Enfin, venez, les seuls petits espaces qu'on a sur Internet qui sont pas complètement capturés et qui peuvent encore être sous contrôle citoyen, sous contrôle du peuple, bah venez, on fait pas n'importe quoi avec, quoi, qu'on a des tribunes. Bref. Est-ce que on retournerait pas un peu en France, là ? Ouais, c'est parti, là, j'en ai marre des US, c'est le pire pays. Déjà, je vous rappelle le concept de l'émission. À la fin de l'émission, en fait, on a un gros segment questions-réponses où vous pouvez participer en soutenant l'émission. Donc, vous avez un lien qui vous est disponible dans le détail de l'épisode ou dans le chat actuellement, qui vous permet de faire des dons en fait pour l'existence de ce podcast, pour aider à l'existence de ce podcast. Merci à tous ceux qui donnent, hein, qui participent, c'est trop cool. Et vous avez la possibilité à chaque fois de poser une question et on y répond dans le segment questions-réponses. Vous êtes les meilleurs. Ceux qui font des dons, let's go. Bon, parlons de Firefox. Ok, il y a besoin d'en parler. On a déjà parlé de navigateur internet. Dans d'autres épisodes, on a expliqué quel était le problème avec le quasi-monopole de Google Chrome
et des navigateurs basés sur Chromium. Je vais réexpliquer un peu ça parce qu'on en a besoin pour la suite. Mais en gros, chaque fois que vous allez sur Internet, il faut que l'information qu'il y a sur Internet qui est sous forme de texte passe du texte à l'image que vous voyez quand vous êtes sur la page web. Et pour que cette transformation se fasse, il y a ce qui s'appelle un moteur de rendu web qui est utilisé. D'accord ? Ce moteur de rendu, n'importe qui peut en créer un et envoyer une requête. Je veux voir la page Google, par exemple. Recevoir le code de la page et interpréter ce code pour afficher des choses. N'importe qui peut faire ça. Alors, théoriquement, parce qu'en fait, il y a des années et des années et des années de standards de web qui se sont accumulés. Et du coup, c'est très très dur de créer un moteur de rendu parce qu'il y a plein de choses à gérer. Vous voyez bien que tous les ans, il y a une nouveauté sur Internet. On peut faire des vidéos, on peut faire des images. Il y a, attention, un nouveau standard, blablabla. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, il y a eu une disparition de la diversité des moteurs de rendu. Il y a Microsoft, par exemple, qui a abandonné. Ça leur coûtait trop de maintenir leur propre moteur de rendu. D'ailleurs, ils avaient du mal à le maintenir parce que c'était une catastrophe Internet Explorer de toute façon. Mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, le moteur de rendu le plus utilisé, c'est le moteur de rendu qui est codé principalement par Google, qui s'appelle Chromium et qui est utilisé dans Google Chrome. Mais jusqu'à maintenant, moi, ça m'inquiétait ça. Ça m'inquiétait parce que je veux pas que Google puisse dire demain on arrête de gérer les vidéos s'il y a pas des pubs dessus, par exemple. Ouais. Par exemple. Du jour au lendemain, ils pourraient dire ça si c'est eux qui contrôlent la manière dont est interprété le web. Donc moi, c'était important pour moi d'avoir un autre moteur de rendu possible qui soit utilisé par beaucoup de gens pour que quand quelqu'un crée un site web, son but ne soit pas juste de faire en sorte que ça marche sur le moteur de Google, mais que ça marche selon les standards du web, que n'importe quel moteur de rendu puisse utiliser, quel que soit le moteur de rendu en question. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Et jusqu'à maintenant, ce moteur de rendu alternatif, il existait. Il existe toujours d'ailleurs. C'est le moteur de rendu qui s'appelle Gecko, qui est le moteur de rendu de Firefox. Voilà. Mais en gros, c'est vraiment le sujet de monopole, le problème des monopoles dans le capitalisme et comment ça rend la vie de tout le monde ultra chiante. Et alors, moteur de rendu de Firefox. Et en fait, il y a eu un petit souci. Alors, Firefox, c'est contrôlé par Mozilla, qui est une organisation qui est censée être non-profit. Mais en fait, ça dépend dans quel pays est créé votre non-profit. Non-profit, donc c'est non lucratif. Ça dépend où est-ce que c'est créé ce truc-là. Des fois, il y a des limitations sur les profits et les rémunérations. Là, apparemment, il n'y a qu'une limitation sur les profits, puisque les rémunérations sont exorbitantes. C'est des rémunérations, là, on est sur du... Il y a déjà eu 6 millions par an pour le chair. Ah oui, d'accord, il se met bien, quoi. Pour les membres, il y a déjà eu des 200 000, 500 000 par an, voilà, donc c'est quelque chose. Et cette organisation, en fait, ça fait un petit moment qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup de faux pas, il y a beaucoup de choses qui énervent les supporters de l'open source, etc. On n'arrive pas trop à comprendre, il y a des moves un peu particuliers depuis un moment. Mais jusque-là, non, mais jusque-là, il y avait toujours ce truc de mais bon, c'est le seul rempart à Chromium, donc on va rien dire, quoi. Il y avait un peu cette vibe-là, ok ? Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis à jour plein de choses. Ils ont mis à jour leur accord d'utilisation. Alors déjà, ils ont mis à jour leur accord d'utilisation en disant que on donne à Mozilla une licence non exclusive libre de droit mondial dans le but de faire tout ce qu'ils veulent avec nos données qu'on utilise dans Firefox. Depuis, ils ont changé un petit peu parce qu'ils ont vu que ça allait trop loin. Ils ont dit une licence non exclusive libre de droit mondial dans le but de faire ce que vous demandez avec le contenu que vous entrez dans Firefox. Mais ils ont quand même une licence. Enfin, c'est très très bizarre la manière dont ça fonctionne, sachant que ça fait 25 ans que le navigateur
fonctionne. Il n'y a jamais eu cette phrase-là dans les termes of service du navigateur depuis tout ce temps. Et ça fonctionne très bien, tu vois. Donc c'est un peu bizarre pourquoi ça arrive là à ce moment-là. Ça arrive à ce moment-là au même moment qu'il y a beaucoup de membres de l'organisation qui ont été changés. Il y a beaucoup de membres qui viennent d'autres organisations, dont certains membres qui viennent apparemment pour rendre rentable l'organisation. Alors pourquoi il y a cette impression que Mozilla essaie de devenir rentable ? Parce qu'en fait, la majeure partie de l'argent que gagne Mozilla, comment ils l'obtiennent, d'après toi ? Google. C'est Google qui leur donne, je crois que c'est 500 millions par an ou quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux-là, je crois. Pour avoir par défaut le moteur de recherche Google quand tu es sur Firefox. Oh, ils sont déjà corrompus de toute façon. C'est déjà fini. Du coup, et ce qui est intéressant, c'est que ils reçoivent tellement d'argent. Mais comment t'acceptes ? En fait, je comprends pas comment ils acceptent ça de base. Enfin, comment ? C'est assez fou. Parce que c'est hyper important quand tu fais un truc à but non lucratif, même quand t'es, enfin voilà, n'importe quelle structure qui a voilà un but qui est pas juste maximiser ton profit, un truc militant ou je ne sais quoi, financièrement de pas dépendre sur des, de pas dépendre financièrement d'acteurs désastreux, tu vois, genre c'est hyper important. Ouais. De même, tu vois, moi je dis quand tu es une association en France, de pas dépendre de l'État, parce que l'État peut changer d'avis sur le financement des associations en fonction de qui est au pouvoir. Et donc, si tout ton modèle économique, ça dépend de subventions étatiques et tout, c'est une faiblesse, c'est une faille potentielle sur ta survie sur le long terme. Et là, c'est genre, tu dépends littéralement de Google pour 500 millions de dollars par an. D'accord. Mais ça va plus loin que ça. Hein. Là, c'était juste pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Du coup, un des principaux atouts de Firefox, c'était qu'ils disaient que eux, ils étaient pour la sécurité des données, ils étaient contre les méchants sites qui prenaient toutes tes données, ils ont plein de protections contre les trackers, ils sont contre la publicité, etc. C'était, ils mettent en avant le côté vie privée, on la protège. C'était mis en avant. Récemment, il y avait eu une expérimentation assez étrange où ils disaient on va introduire de la publicité anonymisée, mais vous inquiétez pas, c'est pour créer des publicités meilleures, pour remplacer les mauvaises publicités par des meilleures. Enfin, tu vois, ils avaient commencé à avoir des langages un peu bizarres. Et là, récemment, en fait, ils ont changé leur repo. Donc, on peut aller lire en fait le code qu'il y a dans le navigateur. Et on peut aller lire notamment le code à propos de la foire aux questions. Foire aux questions de Firefox. Question. Est-ce que Firefox vend vos données personnelles ? Réponse. Non. Jamais. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Et nous vous protégeons de beaucoup de publicitaires qui le font. Firefox, produit et design. Les produits et design de Firefox vous protègent et protègent votre vie privée. Okay. C'est une promesse. D'accord. Désolé, je traduisais en même temps. Je traduisais en même temps en live, tu vois, donc c'est pas le plus fluide au monde. Tout ce que je viens de vous lire a été supprimé et n'est plus actuellement dans la foire aux questions de Firefox. Ouf. Vas-y, lis-nous la nouvelle version parce que c'est très drôle. Il n'y a pas de nouvelle version. Cette question n'est plus dans la foire aux questions de Firefox. Ah oui, carrément. Ah oui, c'était ça. Ils ont juste dit supprimer. Ok. Et du coup, tout le monde peut voir les modifications comme ça. Tout le monde les voit. Et donc, ça a créé un tollé. La phrase « c'est une promesse » a été supprimée de la foire aux questions. Donc, c'est intéressant. Donc, si on creuse un petit... Moi, j'ai creusé un petit peu. Je me suis dit, ok, je suis curieux. Je vais voir aussi. Et il y a quelque chose de marrant. Il y a eu des modifications dans d'autres questions. Autre question, est-ce que Firefox est gratuit ? Alors, ancienne version, oui, Firefox est gratuit. Super gratuit en fait. Aucun coût caché. Vous ne payerez rien pour l'utiliser et nous ne vendons pas vos données personnelles. Nouvelle version, oui, Firefox est gratuit. Super gratuit en fait. Il n'y a pas de coût caché. Vous ne payez rien pour l'utiliser.
Donc, il n'y a plus le truc sur vous, on ne vend pas vos données. Ils ont enlevé, nous ne vendons pas les données personnelles. Voilà, donc en gros, ils sont en train de préparer un truc où ils vont commencer à vendre tes données et Firefox finito, quoi. Firefox, c'est la fin, voilà. Et alors attends, il y en a un autre aussi. Du coup, c'est Firefox Browser. Donc la manière dont il se présentait avant, c'était le seul navigateur majeur qui est soutenu par une association non lucrative qui ne vend pas vos données personnelles aux publicitaires et qui vous aide à protéger vos informations personnelles. C'était littéralement comme ça qu'il se présentait. Genre c'est le blurb, slogan, tu vois, le blurb, ouais, c'est ça. Oui. Maintenant, c'est Firefox, le seul navigateur supporté par une organisation non lucrative qui aide à protéger vos données personnelles. Oula. Donc, c'est pas vend pas, c'est aide à protéger. Non, il n'y a plus du tout la partie qui ne vend pas vos données personnelles. Alors, du coup, j'ai creusé un petit peu. Encore une fois, je suis allé voir, ils ont fait une petite annonce, donc c'était le 28 février, où ils ont dit annonce, donc ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'on enlève le truc comme quoi il n'y a plus les données personnelles. Ouais, parce que ça a créé un backlash de fou sur Internet. Ouais. Dites-vous que là, tous les utilisateurs Firefox, beaucoup d'entre eux sont là pour la protection des données parce qu'ils ne veulent pas être dans le giron Google, Chromium, etc. Et tous ces navigateurs qui ont littéralement aucune limite sur à quel point ils pompent des trucs et tout. Tout le monde a remarqué ça. Et il y a eu plein d'articles, de tweets avec 100K likes. Justement, en fait, il y a une stratégie qui a assez marché et ça m'a désolé un petit peu. C'est qu'au début, ils avaient dit qu'ils allaient avoir une licence sur tout ce que tu mets dans le navigateur. C'était ça qui avait fait le plus gros backlash. Et ils sont revenus là-dessus, comme je l'ai dit au début de ce segment, ils sont revenus sur cette partie-là. Maintenant, la licence est juste pour ce que tu vas faire dans Firefox. Même si ça, c'est horrible. Les gens se sont dit, ah c'est bon, ils sont revenus dessus, ils nous ont écoutés. Il y a eu vraiment cet effet de, ah ils sont revenus dessus, ils nous ont écoutés. Et moi j'ai lu l'article où soi-disant ils reviennent dessus, ils ont écouté je sais pas quoi. Et cet article pour moi il est horrible de manipulation. Parce que quand tu regardes un peu plus à propos de ce truc de on ne vend pas vos données là, d'accord ? Quand tu creuses un peu. Nous avons également mis à jour notre FAQ sur la protection de la vie privée afin de mieux tenir compte des détails juridiques liés à des termes tels que vendre. Bien que nous n'annulions pas la foire aux questions. Donc ils le disent clairement, ils ne reviennent pas en arrière là-dessus. Nous souhaitons fournir plus de détails sur les raisons pour lesquelles nous avons effectué ce changement. Bah oui, dis-nous Mozilla, pourquoi est-ce que tu as effectué ce changement ? Mozilla ne vend pas de données vous concernant. T'es content ? Mais en fait, c'est pas fini. Entre parenthèses, au sens où la plupart des gens pensent à propos de vendre des données. Mozilla ne vend pas de données vous concernant, au sens où la plupart des gens pensent à vendre des données, au concept de vendre des données. Du coup, moi, je leur ai demandé, si vous vendez pas au sens où la plupart des gens pensent à vendre des données, vous vendez selon quel sens ? Bah oui, c'est ça la question. J'ai pas eu de réponse. Et il continue. Nous n'achetons pas de données vous concernant. Nous avons changé notre langage parce que certaines... Alors, c'est une traduction, les gens. Hein. L'article original est disponible si vous voulez le lire en anglais, mais là, je vous le lis en français. Nous avons changé notre langage parce que certaines juridictions définissent le mot vendre de manière plus large que la plupart des gens l'entendent habituellement. Donc c'est une raison juridique. Quoi ? Tu comprends ? C'est juridique parce que ils utilisent vendre de manière plus large que ce que la plupart des gens entendent par vendre. Ouais. Donc ils essayent de rassurer les gens en jouant sur le mot entre la définition juridique et la définition courante. Bon. Du coup, attends. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi, du coup ? Bah, ils veulent vendre. C'est quoi la définition de vendre plus large ? Ils le disent dans l'article aussi. Ah ouais, vas-y. La raison pour laquelle nous avons renoncé à affirmer de manière générale que nous ne vendons jamais vos données est que dans certains endroits, la définition juridique de la vente de données est large et évolutive. Par exemple, là, tu vas me dire à quel moment tu penses que c'est pas de la vente de données ?
comme tu l'entends, hein, parce que c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ok, t'es prêt? Oui, T'es prêt? T'écoutes bien? Ouais, je suis prêt, ouais. Par exemple, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs définit la vente comme la vente, la location, la libération, la divulgation, la diffusion, la mise à disposition, le transfert ou toute autre communication orale, écrite, électronique ou autre des informations personnelles d'un consommateur par une entreprise à une autre entreprise ou à un tiers en échange d'une somme d'argent ou d'une autre contrepartie de valeur. Attends, quoi? C'est juste la définition de vendre, quoi? Est-ce qu'on est d'accord que c'est juste le fait de vendre ça? Ouais, ça me fait trop rire. Ok, ouais, c'est n'importe Est-ce quoi. que tu vois, le gaslight, le business talk pour essayer de vraiment enterrer ça pour que les gens ils lisent, ils se disent ah oui c'est vrai que c'est compliqué ce que je viens de lire, c'est des trucs, c'est du jargon juridique que je connais pas, ils doivent avoir une raison de le faire. C'est vrai que je dois tout le temps accepter des conditions d'utilisation. Les pauvres, ils doivent gérer. Comme argument, tu vois, c'est vraiment genre non, mais en fait, on fait ça parce que c'est, tu vois, c'est technique, sinon ça marche pas, donc c'est pour ouais, voilà. faire fonctionner un système, tu vois. La raison pour laquelle nous avons renoncé à affirmer de manière générale que nous ne vendons jamais vos données et que dans certains endroits, la définition juridique de la vente de données est large et évolutive. Et donc, ce qu'ils ont cité ensuite, ce que je viens de lire, selon eux, dans ce que je viens de lire, il y a quelque chose qu'ils font. C'est comme s'ils le déclaraient, en fait, ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de dire, il y a quelque chose qu'on fait dans ce que je vais vous dire, que vous pensez que c'est pas de la vente, mais qu'en fait, on fait quand même. Et selon, du coup, la loi californienne, c'est de la vente. Du coup, ils doivent, peut-être qu'ils louent, peut-être qu'ils vendent, peut-être qu'ils divulguent, peut-être qu'ils diffusent, peut-être qu'ils mettent à disposition, peut-être qu'ils transfèrent, ou peut-être qu'ils communiquent à l'oral. Peut-être qu'ils communiquent à l'oral des informations personnelles des consommateurs à l'oral, probablement, à une autre entreprise en échange d'une somme d'argent ou d'une contrepartie de valeur. Ils le font. Voilà. Donc. Ouais. Leur réponse, en gros, c'est bah ouais, on le fait, peut-être. Sinon, ils n'auraient pas dit qu'ils étaient obligés d'arrêter de le faire. Donc, du coup, suite à tout ça, en gros, tout Internet qui s'intéresse un petit peu à ce sujet, bah, se sont dit, bah, c'est la fin de Firefox, quoi. On ne peut plus faire confiance à ces gens, on ne peut plus utiliser ce logiciel qui, normalement, avait des garanties. Parce que je rappelle qu'avant, dans la FAQ, c'est « Nous ne vendons pas et ne vendrons jamais vos données ». Genre, c'est une promesse. C'est vraiment... En fait, c'est exactement comme le moment où Google a changé son slogan à Don't be evil. Et ils ont dit non, c'est plus ça notre slogan, on va faire un autre slogan maintenant. Mais tu sais que j'ai débattu avec des gens qui me disaient oui, mais c'est normal, les législations elles changent. Eux, ils entendaient on ne vendra jamais vos données d'une certaine manière. Et vu que la législation elle change, et ben du coup ils peuvent plus tenir ce discours. Moi, je suis désolé. Si ta promesse si tu dis c'est une promesse, nous ne vendrons pas vos données. Quel que soit ce qui se passe, tu dois continuer à tenir ta promesse, nous ne vendrons pas vos données. C'est-à-dire que c'est le reste des choses qui doit changer. C'est ta manière de fonctionner qui doit changer et non pas la promesse que tu avais tenue. Le fait que tu avais dit officiellement que tu respecterais cette promesse. Ce qui doit changer, c'est ton comportement. Si tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas respecter ça parce que je sais pas, imagine Google leur a dit, nous, on coupe les points avec vous si jamais vous ne nous donnez pas les infos de recherche de vos utilisateurs. Bah, ils auraient dû regarder et dire, bon, bah, du coup, on est obligé de couper le truc avec Google. C'est une fondation, les gens. C'est une fondation avec des causes, normalement, qu'ils essayent de soutenir. Leur objectif n'est pas de gagner de l'argent. C'est toute la différence avec une entreprise. Si c'était pas une organisation non lucrative, ils auraient pour but de gagner de l'argent et tout le reste, ils s'en foutraient. D'accord ? Mais là, leur but, c'est de mener une cause. Et les gens qui les soutiennent veulent que cette cause soit menée à bien. Donc, si jamais, à un seul moment, ils s'écartent de cette cause, on ne peut plus leur faire confiance. C'est flou. On ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Bref. Et du coup... Et c'est là que, par contre, c'est intéressant. Vu que le projet, en tout cas, le projet, il est open source, libre open source, et en fait, toute la création elle-même du logiciel peut être reprise par d'autres personnes. D'accord ? C'est ça la grosse différence. Parce que quand tu as un acteur comme ça qui commence à faire un truc qui exploite les données de façon néfaste de ses utilisateurs et fait des trucs que les utilisateurs ne veulent pas,
Si c'est pas libre open source, bah, tu peux juste plus utiliser tout ce code, tout ce projet. Tu passes sur un autre produit, sur un autre logiciel. Là, il y a un fork de Firefox qui existe depuis longtemps qui s'appelle LibreWolf. Et LibreWolf, en fait, a eu une ruée de nouveaux utilisateurs suite à cette annonce. Tout le monde s'est dit, bon, bah, je me casse de Firefox et je vais utiliser l'alternative. Alors, un fork, ça veut dire qu'ils ont juste pris le code qui permet de créer le logiciel et ils ont réutilisé le code pour recréer le logiciel et le proposer sans que ce soit proposé par Mozilla. Ouais, donc c'est en gros, là, LibreWolf, c'est pas le même logo. Il y a 2-3 différences dans les réglages, dans les trucs comme ça, mais sinon, en tout point, c'est exactement Firefox, quoi. Moi, je l'utilise, hein. Notamment, moi, je me suis dit, vas-y, j'ai désinstallé Firefox suite à cette annonce et j'ai dit, je teste LibreWolf. Eux, leur travail à LibreWolf, c'est que dès qu'il y a une nouvelle version de Firefox qui sort, leur travail, c'est de, le plus rapidement possible, prendre la nouvelle version de Firefox, mettre en place les changements qu'ils ont l'habitude de faire sur Firefox pour proposer la nouvelle version de LibreWolf. C'est ça qu'ils font comme travail. Et du coup, vous avez quand même une version. Ils sont assez réactifs, LibreWolf, pour donner les mises à jour de sécurité et tout. Et par contre, il y a des petites différences. Alors, ça peut être sympa d'en parler. Eux, ils sont un peu extrémistes niveau protection des données. On passe d'un extrême à l'autre. Par défaut, par exemple, il y a l'effacement de tous les cookies sur tous les sites sur lesquels tu vas. Donc, si vous désactivez pas cette option, soit de manière générale, soit site par site, toutes vos connexions seront supprimées dès que vous fermez le navigateur. Vous êtes obligé de vous reconnecter à tout à chaque fois. Donc, après, en vrai, moi, je l'ai fait direct. C'est juste une case à cocher, changer un petit réglage et vous êtes bon. Pareil, c'est super facile si vous êtes habitué à utiliser Firefox de transférer parce que tu peux juste changer tu prends ton dossier utilisateur, tu le transfères et genre, je retrouve toutes mes extensions, tout mon. Enfin bon, moi j'ai un setup particulier dans mon navigateur parce que je stream, j'ai plein de trucs et tout. Et ouais, franchement, pour l'instant, ça marche très bien. Hein. Il y a un autre détail aussi que j'ai vu que j'ai eu du mal à le régler. C'était la time zone. La time zone. Est-ce que tu peux aller voir le temps actuellement sur ton navigateur ? Genre, par exemple, tu vas sur un site pour checker le temps. J'en sais rien. Ouais, attends. Mais en fait, coup, il va me le dire. Il va me le dire en passant par Internet. En fait, la time zone, il y a ce qui s'appelle un fonctionnement qui résiste fingerprinting. Donc, ça veut dire ne pas empêcher le fingerprinting, l'empreinte digitale. L'empreinte du navigateur. Voilà, qui fait que les sites web, pour pouvoir savoir qui utilise le site, c'est toujours des données anonymisées. Vous savez, vous connaissez le concept des données anonymisées. Tu connais, toi, le concept de données anonymisées ? Ouais. Ça veut dire des données où on ne sait pas qui c'est. Par contre, on sait que c'est quelqu'un qui a comme fuseau horaire GMT+1, qui a un écran qui fait 1440 x 2560 pixels, qui utilise le thème foncé pour son navigateur. Oui, en gros, il prend toutes les infos possibles, imaginables sur votre navigateur et ça suffit pour vous identifier. Exactement. Parce qu'il y a genre des centaines et des centaines de trucs et du coup, c'est très probable que ce soit vous et tout. Ouais. Du coup, il y a une fonctionnalité pour empêcher ce fingerprinting. Mais moi, ça m'avait décalé toutes mes heures de 1 heure partout sur tous les sites. Ah oui, moi aussi, ça me décale d'1 heure. Ouais, t'as raison, ça me décale d'1 heure. Enfin, je suis allé sur un site là qui me donne. Il y a une option pour le désactiver, ça. D'accord, ok. Enfin, c'est un petit peu tricky. Mais voilà, il y a des petits détails qui changent. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Et par contre, c'est pas une solution long terme. Ça aussi, je voulais en parler. C'est pas une solution long terme parce que ça se repose quand même sur le projet d'origine. Donc le projet d'origine qui est Firefox. Si tout le monde part de Firefox pour aller sur un fork, on comprend bien qu'à terme, Firefox pourra plus produire le logiciel et donc que le fork ne pourra plus fonctionner non plus. Donc il faut qu'ils recrutent tous les gens basés Mozilla. Je comprends pas pourquoi ça se fait ça. Ça se fait pas, mais bon. Après, il y a une des deux entreprises qui est volontaire et une autre entreprise qui a 500 millions de dollars par an. Bah oui, c'est ça le truc. Voilà. D'ailleurs, on pourrait se demander si c'est pas une stratégie de la part de Google de donner une petite somme pour garder en vie un concurrent. Mais attends, juste. Non, mais attends, parce que la stratégie, c'est ça. C'est genre, tu gardes en vie un concurrent, comme ça tu peux dire, regardez, on n'est pas un monopole.
parce qu'il y a des lois contre les monopoles, et en même temps, vu que tu es la source principale de revenus, que tu leur as empêché à créer eux-mêmes leurs moyens de trouver des financements, et que tu les as rendus dépendants à tes propres financements, tu peux leur faire des coups de pression, et Un moyen de tu chantage, vois, c'est fou. voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très bizarre qu'au moment où il n'y a plus du tout de moyen d'installer uBlock Origin, qui est un des principaux bloqueurs de publicité, ça y est, tu peux plus l'installer sur Chrome. À ce moment-là, exactement, on voit pas une énorme campagne de la part de Firefox pour dire regardez, chez nous on peut bloquer les publicités de Google sur YouTube. C'est bizarre quand même qu'on voit pas cette grosse campagne avoir lieu. Tiens. Ouais. Bon, bref. Mais du coup, est-ce que tu recommandes à tout le monde de switcher sur LibreWolf? Moi, je te dis, c'est pas une solution de long terme. Et je pense que là, il y a des. C'est bien parce que on a des solutions quand même. On n'est pas dans le vide. Il y a des trucs qui commencent à apparaître. Il y a un truc qui s'appelle Ladybird, qui est un nouveau. Eux, ils recommencent de zéro, vous voyez. On vous parlait de moteur de rendu web. Eux, ils se sont dit, on va en Celui qui créer est un. codé en Rust, là, ou c'est l'autre? Je sais pas dans quel langage. Mais on va en créer un de zéro, tu vois. Ouais. Donc, par contre, du coup, ça prend du temps à créer et ils pensent pas avoir quelque chose avant 2026. Il y a une alpha qui sera proposée en 2026, donc on a le temps quand même, mais il y a quelque chose à l'avenir qui sera possible. Il y a aussi, alors comment il s'appelait l'autre truc? Je l'avais Ah non, c'est noté. l'autre qui est en Rust. Attends. C'est Ouais, c'est Cerveau. Cerveau, voilà. Il y a aussi Cerveau qui est possible. SERVO, pas Cerveau. C'est ça, qui sera peut-être aussi un moteur. Lui, c'est Ladybird, c'est le moteur de rendu et le navigateur. Cerveau, c'est juste un moteur de rendu, mais après, n'importe qui peut prendre ce moteur de rendu, mettre un beau UI autour et proposer un navigateur. Mais c'est des projets long terme, c'est pas pour tout de suite. Donc en attendant. Apparemment, Cerveau, au niveau technologique, ça va être assez performant parce que c'est lui qui est en Rust et il y a de la parallélisation. Enfin, il y a des trucs intéressants. Ça va être une nouvelle façon de render le web et tout. Donc ouais, j'espère que ça va être une occasion pour ces projets-là de se mettre en avant, de dire regardez, vous avez besoin de nous, et qui réussiront à trouver du financement pour arriver au plus vite à leur objectif. Parce que si Cerveau est par exemple vraiment plus rapide et plus efficient que Chromium, par exemple, s'ils arrivent à faire un truc qui est vraiment sur le point technologique, c'est littéralement mieux. Ouais. Ça va être un gros argument pour que les gens. Bien sûr. Après, il faut qu'il y ait une bonne interface et que ce soit sexy et tout. Et après, les gens peuvent juste tous switcher là-dessus et tout le monde sera content. Et c'est la fin de Google. Voilà, mais du coup, en tout cas, moi j'ai mis un petit moment la semaine dernière à tout transvaser parce que non seulement sur mon ordinateur, mais aussi sur les ordinateurs de mes proches, je leur ai fait la petite manip et tout. Ah ouais, ils ont l'administrateur. Ouais, c'est moi qui gère tout le technique. Voilà, donc bon. Voilà, c'était la petite mise à jour sur la guerre des navigateurs. Voilà, c'est plus important que ce que vous croyez, les gens. C'est plus important que ce que vous croyez. Ah ouais, c'est important. Quand vous avez le fascisme, quand en plus les entreprises tech ont des monopoles sur tout le logiciel que vous utilisez, voilà, ça fait un pouvoir de plus qui est dans leurs mains, alors que ça pourrait être dans vos mains si vous utilisez des logiciels qui ne sont pas complètement accaparés par le capital, quoi. Passons à une bonne nouvelle quand même. Ouais, tu voulais nous parler de Blender un petit peu. En fait, il y a eu les Academy Awards, c'est les Oscars, c'est ça? Ouais, c'est les Academy Oscars, Awards. Et dans la catégorie Best Animated Feature Film, qui a gagné dans cette catégorie? Un film qui s'appelle Flow, qui est un film entièrement réalisé, non seulement à l'aide de Blender, mais avec le Eevee Render de Blender. Enfin bref, c'est quelque chose. Mais en gros, Blender, c'est un logiciel qui est libre et open source, que vous pouvez dès maintenant télécharger sur votre ordinateur et commencer à faire des modèles 3D, des animations, avec toute une communauté autour qui vous propose des tutoriaux et tout. Et ça fait un moment, moi c'est fou parce que c'était il y a 15 ans
que je découvrais ce logiciel sur mon III PC. Je pouvais même pas lancer de rendu en fait. Je pouvais utiliser le logiciel, mais ça ramait, d'accord ? La galère. Et quand j'essayais de lancer un rendu, ça crachait mon ordinateur. Mais j'étais émerveillé par ce truc-là. Parce que pour un enfant qui, genre, son film préféré, c'est Toy Story, tu vois. Et là, tu te dis, je viens d'avoir un logiciel et je suis littéralement Pixar. Ouais, genre tu peux techniquement produire si t'avais le temps, l'énergie, les ressources et tout. Ouais. Et moi, ça m'a bouleversé. La découverte de ce logiciel m'a bouleversé parce que jusqu'à maintenant, j'étais vraiment dans le système. Tu vois, j'utilisais Windows, j'utilisais Paint, j'utilisais Windows Movie Maker, Windows Media Center. C'était ça, coup, les si logiciels. Si tu voulais un truc à la hauteur pour faire du 3D et tout, tu devais payer 5 000 €, le truc de Maya. Ouais. Si je voulais faire des dessins, il fallait que j'achète Photoshop. Ça coûtait très très cher. Il n'y avait pas d'abonnement à l'époque. Photoshop, c'était une licence que tu devais prendre en one shot. Ouais. Et à cette époque-là, je tombe. Du coup, j'ai dû faire une recherche du style modélisé en 3D, gratuit, s'il vous plaît. J'ai 15 ans et j'ai pas d'argent. Et je suis tombé sur ce logiciel-là. À l'époque, c'était pas aussi célèbre que maintenant. Et à l'époque, du coup, je télécharge ça, je le lance et j'ai un doute sur ce que je viens de télécharger. Est-ce que c'est un virus ? Pourquoi c'est gratuit ? Je suis pas à l'aise avec. Non, mais sérieusement, si je suis pas à l'aise. C'est toi le produit. Voilà, je suis pas à l'aise. Je me dis, est-ce que peut-être ils vont m'empêcher d'exporter le fichier ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'ai que 30 jours pour l'utiliser ? Parce que moi, je voulais faire un truc dessus très précis, tu vois. Je voulais modéliser une table. Pour vous raconter toute l'histoire. J'avais fait une petite table avec des Lego. D'accord ? Et je me suis dit, ça ferait une vraie table jolie, cette table que j'ai fait avec Lego. Du coup, je veux vraiment la modéliser en vrai. Je veux faire une vraie table. Et du coup, j'avais téléchargé ce truc-là. Et du coup, je me dis, il y a une arnaque, il y a quelque chose. Je creuse. Et je n'avais jamais entendu parler du concept de logiciel libre. J'avais jamais entendu parler du concept d'open source. Et je me dis, attends, il y a des gens du quatre coins du monde qui ont tous ensemble partagé ce bout de code. Chacun a rajouté au fur et à mesure un morceau de code. Ils n'ont jamais rien demandé en retour. Et après, ce truc qu'ils ont créé, n'importe qui peut y accéder. Littéralement le communisme intergalactique. Et ces gens-là sont contents de ça. Non, parce que cette mentalité, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas du tout une mentalité qui est compatible avec les années 2000, les années 2010, l'individualisme, le self-made man, l'entrepreneur. Il faut pas tenter ton idée tout de suite. Ça, pour moi, vraiment, tu sais, t'es dans ce mindset de la société de consommation et tout. Tu découvres ce concept-là, c'est transcendant presque, tu vois. Carrément. Et du coup... Et donc là, ouais. Flow, alors moi, j'avais pas vu, je suis en train de regarder un peu le trailer, là. C'est marrant, ça fait... Alors, c'est un style d'animation, je sais pas comment le décrire, c'est un peu Miyazaki, quand même, hein. Mais à l'époque, c'était nul. À l'époque, tout le monde disait c'est nul ce logiciel, tu pourras jamais rien faire dans ta vie en utilisant ce logiciel, tu pourras pas utiliser ce logiciel pour si tu veux vraiment être embauché, il va falloir que tu apprennes Maya 3D, il va falloir que tu appelles Cinema 4D, je sais pas quoi. Et du coup, beaucoup de gens ont commencé à utiliser Blender, beaucoup de gens, souvent d'origine modeste, ont commencé à utiliser Blender et se retrouver dans des situations où on leur disait non, vous pourrez rien faire avec ce savoir. Et pourtant, vu que les autres logiciels ont été et sont restés si chers, il a commencé à avoir une masse de personnes qui avaient la possibilité de créer et de faire des effets en 3D avec ce logiciel-là, qui ont eux-mêmes fait leur propre business, qui ont eux-mêmes monté des chaînes YouTube, qui ont eux-mêmes échangé leur savoir avec des tutoriaux en dehors des cadres des écoles qui eux utilisaient Maya 3D, etc. Donc ça crée vraiment un monde parallèle jusqu'à un certain stade où, vu que les entreprises privées ont un but lucratif, eux, Blender, il y a à la fois une compagnie et une fondation. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un donne de l'argent à cette fondation, ça va être utilisé pour améliorer le logiciel. Donc le logiciel continue de s'améliorer pendant que les autres entreprises, et leur but, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent. Et leur but, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour améliorer le logiciel. Et donc on arrive à une situation où, depuis quelques années, Blender est officieusement
le standard. C'est-à-dire que t'as des mastodontes, tu vois, un peu des dinosaures dans les bureaux qui vont continuer à dire non, moi j'utiliserai que Cinema 4D, que Maya, etc. Mais la plupart de la nouvelle force de travail qui arrive, eux ils utilisent Blender, ils sont bons avec Blender et ils disent mais attends, pourquoi on n'utilise pas tous Blender, tu sais, genre il y a cette pression qui est mise. Parce que quand ils ont voulu apprendre, bah, c'est le truc gratuit, quoi. C'est le truc du prolétariat. Du coup, il y a plus de prolétaires que de gens qui sont prêts à payer 5 000 € sur leur temps libre pour utiliser Maya. Mais là, pour moi, ça fait quelque chose de voir que ça y est, il y a officiellement du coup un film qui a été fait avec Blender qui a gagné meilleur film d'animation aux Oscars. Et ça y est, tout le monde peut voir ce que moi je voyais dans ce logiciel il y a 15 ans. Tout le monde peut voir que tu peux littéralement être Pixar avec un logiciel téléchargé gratuitement sur Internet, sur n'importe quel ordinateur. J'avoue. Sur n'importe quel ordinateur, parce qu'ils l'ont animé avec Eevee. Ils l'ont même pas animé avec Cycles. La différence entre Eevee et Cycles, c'est que Eevee, c'est du moteur de rendu en temps réel. Il n'y a pas besoin d'une ferme d'ordinateurs pour faire des rendus, tu voyais. Ouais, t'as pas besoin de 14 serveurs en parallèle. Ouais. Bah écoute, c'est trop stylé. Hein. Je regarde un petit peu le site d'animation, c'est très très stylé. C'est mignon, c'est l'histoire d'un petit chat apparemment. Ouais. Il y a des animaux et tout, c'est trop beau. T'as l'eau, le render de l'eau, il est vraiment sympa. Alors il y a une interview qui est disponible sur le site de Blender. J'essaierai de vous la mettre en description si vous voulez en savoir plus sur le film en question. Hein. Cool. Et du coup, je vous invite à aller voir tout ça. Il y a un trailer, ils montrent un peu leur process technique et tout. Oh, trop stylé. Ouais, bah ça, c'est une grosse étape pour Blender. Hein. Ils vont pouvoir mettre ça en avant carrément pour dire aux gens, bah attendez, pourquoi payer quand vous avez le truc libre open source? Non, franchement, c'est vraiment l'histoire de ce qui s'est passé avec Blender dans l'industrie de la 3D, de l'animation, des renders, des jeux et tout. Ça devrait être ça, mais dans tout, quoi. Enfin, là, dans le jeu vidéo, dans les moteurs de jeu, petit à petit, Godot est en train de rattraper petit à petit. Pareil pour Linux. Pareil pour Linux, regarde. Linux, il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant peut-être, il y a Valve. Ouais. Valve, donc, qui tient le moteur de jeu Steam, le premier moteur de jeu. Ils avaient essayé à l'époque de sortir une console et ils avaient dit on peut pas utiliser Windows pour sortir notre propre console puisqu'on devrait payer la licence Windows sinon, et ça avait fail parce que Linux n'était pas prêt et donc leur projet avait complètement raté. Donc ils ont eu le choix, est-ce que du coup on relance un nouveau projet en payant Windows, ou est-ce qu'on va prendre tout l'argent qu'on va donner à Windows et on va l'utiliser pour payer des développeurs et faire fonctionner Linux pour faire des jeux? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils ont ressorti un nouveau produit qui est le Steam Deck, qui est une console qui utilise Linux. Et ce produit, du coup, peut faire tourner les jeux Steam. Mais vu que c'est open source, Linux maintenant peut aussi faire tourner les jeux Steam sur n'importe quel ordinateur Linux. Et ouais, parce que les contributions qu'ils ont fait à Linux, parce que les contributions, elles ne sont pas privées, elles sont publiques. Et en plus, récemment, on a appris que SteamOS allait être sorti, parce que du coup SteamOS c'est un logiciel aussi open source, puisque, alors sauf la partie du logiciel Steam lui-même, mais le système d'exploitation lui-même il est open source, il va être sorti, et il y a une console qui n'est pas produite par Valve, qui va bientôt être produite avec dessus directement Steam Deck, donc pas Windows. Donc tu as un produit qui va sortir pour jouer à des jeux, qui n'est pas une console, qui est un PC, qui n'aura pas Windows dessus. Et c'est même pas le Steam Deck. Après, je pense c'est un peu, quand tu réfléchis, l'open source c'est un peu inarrêtable. Parce que le truc, forcément, s'améliore, tu vois. Dès que tu as des gens qui y contribuent, c'est à l'infini. Alors que quand tu as des boîtes privées, tu as l'enshitification qui est maintenant la trajectoire habituelle. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que sans l'esprit d'initiative que permet l'appât du gain du capitalisme, il n'y a pas l'apparition d'innovation, en fait.
Einstein, c'était par appât du gain qu'il a découvert la relativité Non, mais générale. je suis totalement d'accord avec toi. Mais le seul frein à tout ça, c'est les acteurs malveillants qui vont prendre les fruits de l'open source, qui vont les exploiter sans jamais donner en retour. Donc, tu as par exemple tous les services. Il y a énormément de services qui sont côté serveur, qui vont jamais mentionner qu'ils utilisent des logiciels open source et qui vont vendre leurs services à des clients en utilisant côté serveur du logiciel open source. Et la manière dont est fait le logiciel open source, c'est que vu que là, tu donnes pas le logiciel au client, tu l'utilises toi sur ton ordinateur, et ben, tu n'as même pas besoin de donner tes... Tu vois, il y a un petit vide juridique là-dessus. Et du coup, par exemple, il y a FFmpeg, qui est le logiciel que si vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est le logiciel qui est derrière tout ce qui gère de la vidéo dans tout ce que vous utilisez au quotidien. C'est FFmpeg qui est une pierre angulaire en fait de la gestion des vidéos, mais pas côté utilisateur. Tu vois, et du coup les gens ne le voient même pas. Moi j'utilise en ligne de commande régulièrement. Ouais, moi aussi, mais la plupart des gens ne voient pas ça. Mais du coup, il y a plein de logiciels en ligne qui disent utilisez notre logiciel pour utiliser notre service pour toutes les vidéos que des clients vous envoient. Nous, on prend ces vidéos-là et on vous les transcode dans tous les trucs disponibles. Et comme ça, vous pouvez les mettre sur votre site. Tu vois, il y a des services comme ça qui sont proposés qui vont insulter FFmpeg sur les réseaux sociaux en mode notre service est mieux que FFmpeg. Et après, t'as FFmpeg, c'est trop marrant ça. Si t'as pas vu ça, il faut que t'ailles voir. Il y a FFmpeg qui répond et qui dit tiens, c'est marrant parce que je croyais que vous utilisiez FFmpeg en back-end. Ça serait bien de pas cracher sur. Voilà. Ils arrivent à savoir qui c'est. Bref. Voilà, donc c'était on pourra en reparler de tout ça. Des bonnes nouvelles pour le monde de l'open source, du libre open source. Si vous avez des questions là-dessus, ça tombe bien, parce qu'on va passer au segment questions-réponses. Et vous pouvez nous poser des questions. Pendant qu'on répond aux questions de la semaine, vous pouvez nous poser les questions que vous avez cette semaine. On y répondra là maintenant. Donc, c'est parti. Ok, alors... Il avait oublié le jingle, il a commencé à parler pendant le jingle. Ok, si je le refais alors. On a une première question passionnante. Le throwback. Parce que, un petit peu de nostalgie, parce qu'on reparle d'une vidéo que j'avais faite en 2021, ça remonte. Dans sa vidéo d'impôt sur le revenu de 2021, Mulch propose de se passer des tranches d'imposition pour les remplacer par une autre fonction, taux d'imposition continu. À vous là, au niveau nostalgie. Non mais c'est marrant parce que je me dis, cette question a réussi à arriver jusqu'au rendez-nous. Parce que c'est une question genre, tu sais, elle gravite, je l'ai vu passer sur le Discord, je l'ai vu passer. Ouais. En arrière-plan, c'est une rumeur de la commu. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. On va directement au rendez-vous, on va les mettre devant les réalités. Ok, elle est technique cette question. Alors j'avais proposé ça, en effet. BPT s'est prononcé plus récemment en faveur d'un impôt à tranche. Est-ce que vous êtes en désaccord sur ce sujet? Pouvez-vous clarifier? Alors moi, je vais dire tout de suite, j'ai été un peu convaincu depuis le moment où j'ai fait cette proposition. Je suis un peu plus convaincu par l'idée de BPT. Ton idée de dire, en fait, on va faire des tranches, mais on va les nommer avec pas juste dire, comme aujourd'hui, tu sais, quand tu payes l'impôt sur le revenu, en fait, déjà, la plupart des gens ne savent même pas comment ça marche les tranches, machin. Mais les tranches, en fait, elles sont arbitraires. Genre, c'est... Attends, je vais les prendre tout de suite pour pas dire n'importe quoi. Tranche 1, tranche 2, tranche 3, tranche 4, quoi. Ouais, mais je vais dire les montants. Deuxième tranche. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, voilà, si vous êtes en dessous de 40... en dessous de 11 400 € par an, vous payez 0%. Après, entre 11 500 et environ 30 000, tu payes 11%. De 30 000 à 83 000, tu payes 30%. Donc, c'est complètement, tu vois, les chiffres, on ne sait pas trop d'où ils tombent, tu vois. Pourquoi 11 500 ? Pourquoi après c'est 30 000 ? Pourquoi c'est 80 000 ? Et pourquoi les pourcentages, c'est 11, 30, 41, 45 ? Tu vois, c'est pas très parlant. Et en gros, ton idée, c'est de dire, on va faire des tranches, mais on va les rendre parlantes, on va dire, de ce revenu-là à ce revenu-là, c'est genre ton revenu de survie.
Parce qu'en gros, c'est ce qu'une personne normale en France a besoin pour juste pas mourir, tu vois, payer ton loyer, ta nourriture, les services essentiels. Et ensuite, tu as des tranches de confort, luxe, etc., et extravagance. Et je trouve que c'est pas trop mal comme de nommer comme ça. Mais après, toi, c'est sur l'impôt sur le patrimoine. Ouais, non, ce serait aussi à mettre en place sur tous les impôts à tranches. En fait, Ouais. moi, la manière dont j'ai eu l'idée de le faire de cette manière-là, c'est quand il y a plein de gens qui ont commencé à proposer de faire les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Tu te rappelles de ce Ouais. concept? Ouais. Et ils ont avancé que c'est pas le même usage pour l'eau. Les premiers mètres cubes d'eau, ce n'est pas le même usage que les mètres cubes d'eau suivants. Les premiers mètres cubes d'eau permettent la survie, donc on ne peut pas faire payer pour de la survie, donc les premiers mètres cubes d'eau devraient être gratuits. Et moi, ça m'a trotté dans la tête ce truc-là. Je me suis dit, c'est une super idée. C'est vrai qu'il faudrait payer selon l'usage. Les premiers mètres cubes d'eau devraient être gratuits. Les mètres cubes d'eau, ensuite, vu que c'est pour la vie quotidienne, la vie normale, ils devraient être payés à un taux normal. Et il devrait y avoir un surcoût qui permet de financer les mètres cubes d'eau gratuits. Il devrait y avoir un surcoût pour les gens qui utilisent de l'eau alors qu'ils ne devraient pas en utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser de l'eau alors que tu ne devrais pas en utiliser? Ça veut dire que on sait à peu près combien il y a besoin d'eau pour vivre normalement. Et donc, enfin, c'est pas déconnant ce que je dis. C'est-à-dire, si on part du principe que la personne se douche tous les jours, utilise la chasse d'eau, Ouais. utilise de l'eau pour boire, pour laver ses aliments, on peut faire une fourchette de la plupart des gens qui utilisent l'eau normalement ne vont jamais dépasser ce truc-là, ce montant-là. Oui, si demain tu te mets à utiliser 45 000 litres d'eau dans une journée, on se dit, attends, qu'est-ce qui est en Voilà. train de se Sauf qu'il y a passer? des gens qui ont des jardins hyper grands et qui vont les arroser tous les jours, qui veulent entretenir un gazon. Il y a des gens qui ont une piscine, qui veulent renouveler l'eau régulièrement. Il y a des gens qui prennent des bains et puis des douches, puis des bains ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Ah, attends, t'avais dit apparemment que les douches, ça consomme plus que les bains, tu te souviens de ça? En 5 minutes. Ça dépend du flux, ça dépend. Bref. Mais tout ça pour dire que il va y avoir des Relançons pas le gens, débat. et c'est pas des petites quantités. C'est-à-dire ceux qui utilisent plus que les autres, ils utilisent beaucoup plus que les autres, tu vois. Quand tu regardes une piscine et que Ouais. tu veux renouveler l'eau d'une piscine, par exemple, c'est pas genre ah j'ai pris 3 douches au lieu de 2. C'est j'ai littéralement utilisé Oui, genre, il y a un palier 10 au mètres bout. Genre, cubes oui, d'eau t'as une supplémentaires piscine, tu passes aujourd'hui. un palier. Si t'as un terrain, un Il y a des immense gens qui ont jardin 5 de hectares 200 qui mètres veulent les carrés. maintenir, qui veulent absolument qu'il y ait du gazon sur les 5 hectares, tu vois. Bref. Donc cette eau-là devrait pas coûter le même prix. Et il devrait avoir un surcoût parce que l'usage est différent. Ce n'est pas la même usage. C'est pas de l'eau pour boire. C'est de l'eau pour arroser tes plantes. L'eau pour arroser tes plantes coûte plus cher que l'eau pour boire. Et l'eau pour boire alors que tu es en train de mourir de soif, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que si tu vois quelqu'un être en train de mourir de soif, est-ce que tu lui donnerais pas l'eau? Toi, personnellement, tu vois? Ça Pourquoi la dépend. logique changerait à Ça dépend l'échelle pour de la qui il vote. société? Bref. Tout ça pour dire que quand je me suis rendu compte que ça marchait bien comme ça pour l'eau, je me suis dit, est-ce que c'est pas la même chose pour l'argent? Est-ce que quand tu as de l'argent, quand tu touches un salaire, est-ce qu'il n'y a pas la même chose qui se passe? Et en fait, quand tu réfléchis bien, c'est vrai que il y a des dépenses où n'as pas de questions à te poser. Tu vas devoir t'acheter à manger. Et si tu fais des choix Oui. pour acheter au moins cher possible ta nourriture, il y aura quand même une somme qui sera dépensée. Cette somme-là, c'est une somme que tu ne devrais pas taxer de la même manière. Tu ne devrais pas taxer de la même manière une somme que de toute façon tu es obligé de dépenser sinon tu vas mourir. De la Pas même faux. manière pour le logement. Même si tu payes le moins d'argent possible, il faudra quand même que tu dépenses de l'argent chaque mois pour ne pas dormir dans la rue. Même raisonnement avec l'eau, mais bon, moi j'aimerais bien que du coup il y ait le fonctionnement des premiers mètres cubes d'eau gratuits, mais si on part du principe que on applique cette réforme indépendamment des autres réformes, il faut que tu achètes ton eau, ton électricité, il y a souvent besoin maintenant d'un forfait téléphonique ou internet, parce que sinon tu peux même pas faire tes démarches en ligne, etc., etc. Donc tout ça c'est les nécessités, et ça devrait, pour moi, non seulement ça devrait pas être taxé, mais tu devrais avoir une aide à ce stade-là. Ok? De fou. Ensuite, il y a une tranche. Il y a une tranche que je considère ordinaire. C'est-à-dire que là, on va pas regarder le plus petit montant qu'il te faudrait pour pouvoir faire dépenser ça. On va regarder peut-être la moyenne ou la médiane qu'il te faut pour vivre là où tu habites. Tu vois, on va regarder la médiane.
dans ta ville pour les dépenses de première nécessité ou tout ce qui est le logement, l'alimentation. On va pas regarder au moins cher, on va regarder combien ça coûte à peu près pour que tu sois à peu près dans la norme. Et ça, Ouais. du coup, ce serait taxé d'une autre manière. Puis, quand on sort de ce truc-là, c'est une tranche où là, tu te fais plaisir. Là tu te permets des choses que d'autres personnes ne peuvent pas se permettre. Mais tu vois, tous ces trucs-là, il faudrait qu'on puisse les calculer pour pas que ce soit des chiffres fixes et statiques, mais pour que ce soit des chiffres qui changent selon l'inflation, selon l'endroit où tu vis. Par exemple, pour l'habitation. Pour l'habitation, je ne comprendrais pas que on te taxe d'une manière où tu vis dans une ville où tu as besoin de 2 fois plus d'argent pour, pour ton habitation, alors qu'il n'y a pas c'est pas une meilleure qualité. C'est juste que le marché est fait de telle sorte que tu dois payer 2 fois plus cher. Ouais. Ouais. Bah, du coup, ta tranche ne va pas être exactement la même pour cette dépense. Et si jamais les tranches sont expliquées de cette manière-là, ça permet de beaucoup mieux comprendre le concept que la taxe, elle est sur la tranche elle-même. Et non pas, tu as monté d'une tranche et du coup, tout ton revenu va changer d'imposition. Parce que c'est ça la grosse incompréhension qu'il y a sur les tranches. Si tu dis que maintenant, la tranche, elle s'appelle le luxe, et que sur ta tranche nécessité, tu as une aide, et que sur ta tranche luxe, tu es taxé à 45%, les gens vont pas dire « Ah, je suis taxé à 45% sur mes nécessités ». Puisqu'on te dit ouvertement « Non, la tranche nécessité, sur cette tranche-là, tu as une aide. » Sur la... Ouais. Voilà. Attends, peut-être pour que ce soit compréhensible, je vais reprendre. Là, j'ai sous les yeux justement mes arguments de l'époque, parce que moi, du coup, j'étais en train de dire il faut qu'on enlève les tranches et à la place, on fait une sorte de fonction continue. Et mon raisonnement à l'époque, c'était de dire que. Alors, je disais que ça permettait à la droite de déployer des tactiques rhétoriques efficaces pour que les gens soient contre, en gros, l'impôt progressif sur le revenu. Donc j'avais dit la confusion du taux de la tranche et du taux de l'impôt total. Donc par exemple, j'avais mis un clip là, c'était Hanouna qui répondait à Mélenchon. Donc Mélenchon disait, elle défendait le programme L'Avenir en commun où ils avaient une plus haute tranche à 90%. Tu vois, ils voulaient faire 14 tranches et la plus haute tranche à 90%. Et Hanouna, il disait waouh, donc vous voulez taxer à 90% les gens. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc de la droite de confondre le taux de la plus haute tranche avec le taux global en disant, tu vois, en essayant de faire croire parce que tu serais dans cette tranche, genre t'aurais un revenu de, je sais pas, c'était un revenu de, je sais pas, tu devais gagner. 400 attends, 000 je l'ai carrément. 400 000. C'est 400 000, voilà, tu devais gagner 400 000 euros par an et l'argent au-dessus de 400 000, genre par exemple, si tu gagnes 500 000 par an, bah, sur les 100 000 qui dépassent, là, tu payes 90% sur ça, tu vois, mais la droite arrive à faire croire aux gens qu'en fait, tu payes 90% sur tes 500 000, donc tu garderais que 50 000, tu vois, sur 500 000. C'est pas du tout ça. En fait, le taux moyen, quand tu atteins ça, j'ai carrément la courbe j'avais fait un simulateur avec les maths et tout pour faire la courbe. Bref, le taux moyen, il était de, je sais pas, 30%, un truc comme ça, je me souviens plus. Mais du coup, bref, donc j'avais dit, vois bien que... je finis mes arguments. Vas-y. Donc j'avais l'argument que il y avait cette confusion-là. Il y avait l'argument, la moitié des gens ne payent pas d'impôts, alors que si c'était une courbe où tu commences pas à zéro, tu vois, les gens commencent déjà à payer un tout petit peu d'impôts. Donc en fait, tu pourrais plus faire la fake news comme quoi la moitié des gens payent pas d'impôts. D'où vient cette fake news de la droite actuellement? Vous entendez peut-être régulièrement des gens dire quoi, mais la moitié des gens payent pas des impôts. En fait, c'est parce que déjà, ils parlent que d'un impôt, l'impôt sur le revenu, alors que la TVA, c'est un impôt, tout le monde le paye. La CSG, c'est un impôt, tout le monde le paye. C'est à 9% sur le revenu d'ailleurs. Et plein d'autres impôts. Mais les gens, voilà, la droite dit la moitié des gens ne payent pas d'impôts. Parce qu'en fait, ils parlent de que l'impôt sur le revenu et ils parlent du fait que la moitié des gens sont dans la première tranche, à 0%. Enfin, ils gagnent. Mais c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 12 000 euros, quoi. Et je pense que c'est pas la moitié, c'est genre 40%, tu vois. Ouais. Ce qui est fou. C'est des gens qui sont pauvres de fou. Mais tu vois, si on nomme les parts, si on nomme les tranches, tu peux juste répondre oui, non, mais là, vous payez. Oui, bien sûr, on impose 90% sur la tranche extravagance. Est-ce que vous trouvez normal que des gens puissent avoir plus de temps d'argent? Ouais. Tu vois?
Et du coup, toi, alors c'était quoi tes Et arguments d'ailleurs, contre? Parce ouais. que tu donnes des arguments pour ton système, mais pourquoi tu penses que... Parce que du coup, moi, je disais, il faut faire une courbe, et après, à la fin de ma vidéo, j'avais proposé différentes courbes possibles. Je Ouais. dis, voilà, on peut discuter de la courbe et tout. Le problème, c'est qu'en fait, moi je vais dire tout, je vais faire l'autocritique de ça direct. Je vais dire, bah, en fait, la courbe, ça va être une formule mathématique. Donc, imaginez, pour que les citoyens débattent de est-ce que c'est une courbe un peu exponentielle, est-ce qu'elle est un peu moins exponentielle, et quels sont les facteurs de là, tu vois. Ouais, Tout de suite, c'est c'est ça qui est c'est intéressant, c'est incompréhensible, quoi. avec ce concept de tranche et de dire, voilà, on va imposer sur chaque tranche et Trop gros cerveau, en fait. en donnant des noms aux tranches et en disant chaque tranche a un usage différent de l'argent et donc chaque usage différent de l'argent est censé être imposé d'une manière différente. Là, le débat entre les citoyens est simple puisque le débat revient à dire où se situent les limites des tranches, à quel moment Ouais. ce n'est plus de la nécessité, à quel moment c'est plus une vie ordinaire, à quel moment ce n'est pas du luxe, tu vois. Quand commence le luxe, tu vois, c'est le débat de société, c'est un vrai débat démocratique. Qu'est-ce qui est du luxe ou qu'est-ce qui est pas du luxe? Et à partir de là, combien on taxe le luxe? Quelle aide on fait aux gens qui sont dans la nécessité? Tu vois ce que je veux dire? Ça permet vraiment de s'emparer de cette question pour le peuple. Moi, je suis opposé au concept de rajouter le maximum de tranches. Ça n'a aucun sens, selon moi, de vouloir 14, 15, 18 tranches. Ouais, Ça je pense qu'ils défendent toujours ça, LFI. Ouais, ils Hein. défendent toujours ça. Ça ne permet pas une meilleure progression, une meilleure progressivité de l'impôt. Ça ne permet pas une meilleure progressivité de l'impôt puisque la progressivité de l'impôt, elle dépend de l'écart de taxation entre les tranches. Il peut y avoir 400 tranches. Si elles sont imposées d'une échelle qui va de 10% à 1%, sur les 400, il y a une progressivité, ça fait de 10, puis 10,1, puis 10,2. Il n'y a aucune progressivité dans ton impôt. Bah ouais. Alors que si ta tranche nécessité, elle est à 0% de taxation et la tranche extravagante, elle est à 90% de taxation, moi j'ai que 5 tranches dans ma proposition, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Ouais, elle est plus progressive que celle avec 400 Ouais, tranches. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, LFI parle beaucoup Ouais. plus du fait qu'il y a 14... Enfin, voilà, à chaque fois qu'ils en parlent, moi, c'est un mème, hein, c'est devenu un mème sur Ils cette disent, chaîne. nous on veut 14 tranches, et ils disent jamais qu'est-ce que c'est que ces 14 tranches, et ils avancent jamais. Et si tu pousses les gens à demander 14 tranches... Parce que c'était Mitterrand, parce que c'est Mitterrand, c'est sous Mitterrand, il y Ok. avait 14 tranches. T'es prêt pour... Donc c'est que un truc de... C'est la tradition. Je sais que t'aimes pas ça, mais je fais une petite prévision. T'as un pouvoir SOSDEM qui est en place. Ouais. Ils vont dire, ça y est, on a fait l'impôt à 14 tranches que demandait Mélenchon. Bah oui, Macron peut le faire demain. Macron peut le faire demain. Attendez, vous n'êtes pas content, on a fait 14 tranches. Vous voulez pas 14 tranches? Sauf que les tranches, elles vont de 0 à 2%. Il n'y a plus d'impôt sur le revenu. Et alors, moi, pour répondre... Non, sauf que sous Macron, ça serait genre les tranches vont de 90% à 10% dans l'autre sens. Mais regardez, il y a 14 tranches, MDR. Mais du coup, je pense un premier pas pour aller dans le sens de ce que tu disais, pour pas que l'extrême droite et la droite puissent dire regardez, ils nous prennent 90%, les impôts augmentent, etc. C'est vraiment l'introduction de l'impôt sur le patrimoine. Parce qu'en introduisant un impôt sur le patrimoine, tu peux en même temps diminuer l'impôt sur le revenu. Tu ajoutes l'impôt sur le patrimoine et en même temps, tu diminues l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le patrimoine va te permettre d'avoir un impôt sur le revenu qui a l'air moins violent, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à terme, le système empêche l'accumulation des richesses. Si tu veux empêcher l'accumulation des richesses en visant... L'accumulation infinie des richesses. Que tu peux accumuler un petit peu quand même. Si tu veux éviter l'accumulation des richesses en allant au moment où tu reçois de l'argent, c'est ça qui est fou, c'est le fait que la gauche ne soit pas en train ouvertement d'essayer d'avancer l'impôt sur le patrimoine me dérange. Parce que si tu regardes le fonctionnement et la volonté... ils le font avec le rétablissement de l'ISF. Non, l'ISF, c'est pas un impôt sur le patrimoine assez suffisant. C'est 2%, je crois. Ouais. C'est 1%, 1,5%, bref. Et en plus, il faut être ultra... Enfin, c'est des grosses richesses. C'est plus d'1 million, je crois, de patrimoine. 1 million sans compter ta résidence principale. Bref, non mais ce que je veux dire, c'est que... Ok, juste imagine un peu ça. Le but de la gauche annoncée, la vraie gauche annoncée, c'est d'empêcher l'accumulation à outrance de richesses, on est d'accord? Ouais. Si tu vises pas le patrimoine, jamais dans tes propositions,
quelle est la taxation que tu dois faire au très haut revenu? Mathématiquement. Ouais. 100%. Oui, mais en plus, même si tu taxes les revenus, si le mec il a déjà 200 milliards d'euros, mais oui, c'est ça que je te dis. En fait, il s'en fout parce qu'il t'es obligé, même s'il a zéro revenu, il a toujours 200 milliards en fait. T'es obligé instantanément, Ça change si tu ne veux pas mettre en place de taxation sur le patrimoine, t'es obligé instantanément au moment où tu arrives au pouvoir d'augmenter la taxation sur le revenu à 100% et ça va pas faire décroître les inégalités dans ton pays. Ça va stagner à peu près. Et on va dire, regardez ce pirate de l'espace qui nous vole tout notre argent, regardez, c'est fou ce qui est en train de se faire. Alors que si tu fais une taxation sur le patrimoine, même si tu arrives à faire passer un truc qui va de 1% à 5% avec des tranches ridicules, d'accord? Juste tu mets le pied dans la porte, là tu fais un vrai impact pour l'avenir, parce qu'après on pourra discuter de est-ce qu'on fait augmenter ou pas l'impôt sur le patrimoine, et ça aura un vrai impact. Parce que les 5% sur des fortunes à plusieurs centaines de milliards, c'est pas rien, genre je suis désolé, mais si chaque année tu as 5% des fortunes des ultra riches, les ultra riches, il y a peut-être 1 trilliard en France, des très 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 riches. Tu vois ce que je veux dire? Combien Ah oui, il y a 1 trilliard d'euros, oui. Ouais, si tu fais la somme de toutes les fortunes françaises. Il y avait combien? Il y avait 127 ou 128 milliardaires, un truc comme ça en France. Bah voilà. Tu sais, c'était le nombre de gens qui avaient été affectés par la taxe que le NFP voulait mettre là. Si tu taxes toutes ces personnes à 5% du patrimoine chaque année, c'est de la folie. Plus d'un trilliard. Ça fait plus d'un trilliard. Ça fait plus de 1000 milliards, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Sur 1 trilliard, si tu fais une taxation du patrimoine à 5% chaque année, c'est de la folie. T'as 50 milliards chaque année. Et c'est rien 5%, mais c'est un début quoi. Enfin bref. Ouais. Voilà. Et alors moi, donc j'ai réfléchi. Moi, je peux même argumenter de base que c'est un danger pour la démocratie de laisser des gens accumuler 100 milliards, des sommes comme ça. Enfin, vous voyez très bien ce que ça donne, les gens. J'aimais bien le concept, au moment où tu avais fait ta vidéo, j'aimais bien le concept d'une courbe. Moi, c'est toi en fait, le truc avec ça, c'est que depuis les gens... Enfin, en fait, tu as pu me convaincre que c'était pas la bonne idée parce que j'ai vu l'évolution de la société. Je me suis dit, non, la société n'est pas en train d'évoluer dans le sens où les gens vont être de plus en plus capables de lire une courbe mathématique et d'avoir un débat. Je suis même pas sûr que ce soit ça le problème. Je suis même pas sûr que ce soit ça le problème. Non, mais t'as raison que l'aspect communicationnel, genre il faut pouvoir communiquer les mesures, il faut que ce soit facilement compréhensible par tout le monde très rapidement. Je suis même pas sûr que ce soit mieux techniquement. Je vois pas ce que ça avance. En fait, le problème c'est que en plus techniquement, t'as raison, c'est pas forcément mieux. J'ai réfléchi à ce truc-là de proposer une courbe sur la taxation qui soit uniquement une courbe, c'est-à-dire cette courbe, elle fonctionnerait comment? J'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on définirait la courbe. J'ai essayé de moi-même créer une fonction pour proposer une fonction. Le truc, c'est hyper arbitraire. Tu sais pas ta fonction, elle correspond à quoi. Tu sais pas à quel moment. Enfin, pourquoi est-ce que tu aurais mis tel paramètre au lieu de tel paramètre. Tu sais pas ce que ça représente. Pourquoi je mets un 2 au lieu d'un 3, on sait pas ce qu'on avance en faisant ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un délire sur la continuité de la courbe. Un délire de je veux absolument que la courbe de progressivité de l'impôt ait une continuité complète, soit continue, non seulement d'ordre 1, mais aussi d'ordre 2 et aussi d'ordre 3. Non, mais oui, parce que en fait, techniquement, quand tu fais en fait, là, faudrait montrer visuellement parce que 100% des gens sont perdus sur ce Non, mais c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est plus un délire genre intellectuel où il faut absolument voir une courbe bien lisse. Oui, non, mais j'étais en train de me branler intellectuellement dans cette vidéo. Voilà. Et après, je me suis demandé, mais du coup, comment est-ce qu'on fait une courbe qui fonctionne là-dessus? Il faudrait du coup que chaque euro, en fait, finalement, c'est comme si tu avais infini tranche. Oui. Chaque euro est une nouvelle tranche. Bon. Et du coup, les riches, ils arrivent. Les riches, ils arrivent, ils prennent le maximum de ta courbe et ils disent quoi? Vous voulez imposer à 90% et on a tous les problèmes qui reviennent. Pas faux. Non, mais bref, là, ta proposition, elle est bien. On fait 5 tranches, on les nomme, c'est clair et net. Et en tout cas, c'était une très bonne question. Hein. C'est cool d'avoir des petits. Moi, j'aime bien le concept de genre. On re-regarde des trucs qu'on avait dit il y a 4 ans. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec? Est-ce qu'on n'est plus d'accord avec? Tu vois, par exemple, cette vidéo-là, je ne vais pas la réuploader sur la nouvelle chaîne. Il y a des parties que tu peux réuploader. Mais il y a des parties qui sont très bien dans la vidéo. Mais de toute façon, je referai, les gens, je referai. Alors, attends, il y avait des questions de la semaine dernière où on avait dit on va y repenser, on va y répondre.
Ah, est-ce que tu avais. Alors C'est la attends. français, parce que moi, non. Ah bah bravo. Celle-là, attends. Mais si tu y as repensé, vas-y. Hein. Oui, on était bloqué sur sur la taxation Alors déjà, je suis au des regret de vous entreprises annoncer, internationales. Là. que je n'ai pas regardé l'intégralité de One Piece depuis la semaine dernière. Quoi? Donc je vais pas pouvoir Quoi? faire le Oh, point le de vue traître. politique sur One Piece cette semaine. Mais peut-être la semaine prochaine. Oui, Alors, c'était sur les investisseurs ouais, étrangers. Est-ce qu'ils sont taxés sur leur patrimoine, sachant qu'ils peuvent posséder une boîte en France et dans un autre pays? Comment tu taxes leur patrimoine? ouais. Donc je pense, Pour que ton idée de déconcentrer la propriété par une taxe progressive sur le patrimoine puisse marcher dans ces cas-là. ma réponse depuis la dernière fois, j'y ai réfléchi et ma réponse c'est pas le même type de taxation qui est faite sur ces entreprises-là. Sur ces entreprises-là, la taxation est faite sur le revenu, sur les bénéfices. C'est une taxation différente qui va dans le cadre de la protection sociale, le productivisme social. Dans le cadre du productivisme social, si, Protectionnisme. protectionnisme social, si Ouais. l'entreprise à l'étranger arrive à prouver que c'est une coopérative qui fonctionne comme on l'attendrait, alors l'impôt est plus avantageux. Si c'est une entreprise qui n'arrive pas à le prouver, alors l'impôt est moins avantageux. Et du coup, tu n'as pas besoin de connaître tu taxes pas du coup les gens qui possèdent l'entreprise à l'étranger, puisque c'est compliqué, comme on avait vu la semaine dernière, c'est compliqué d'aller chercher le patrimoine exactement de chaque propriétaire actionnaire de la boîte. Par contre, c'est facile de connaître l'argent gagné en France et de faire une grosse taxation là-dessus, quoi. Puisque tu sais ce que Ok. l'entreprise gagne en France. Et donc, c'est un tarif. Vu qu'on ne peut pas les taxer, eux, sur leur patrimoine, ils seront taxés différemment des entreprises françaises qui, elles, sont taxées à la fois sur les revenus et les propriétaires sont ensuite taxés sur leur capital. Voilà, donc tu fais un Ça va truc. concerner beaucoup de gens. Hein. Ça va concerner beaucoup de gens, ça. Ouais. Apple, Google, Amazon, enfin toutes les grosses boîtes américaines, McDo. Après, du coup, ça leur pousse à faire quoi? Ça leur pousse à ouvrir des succursales en France qui, elles, devront suivre les lois françaises et du coup pourront rentrer dans le cadre de. Enfin, ce que tu avais proposé toi la semaine dernière, du coup. Si tu Ok. avais proposé ça la semaine dernière, elles auront cette possibilité-là si elles veulent échapper à cette taxation défavorable. Elles ont la possibilité de créer des coopératives en France et de les franchiser en gros à l'étranger, tu vois, pour leur vendre directement d'entreprise à entreprise et des matières premières et tout. Est-ce que du coup, ça désavantage pas les boîtes françaises qui, elles, sont taxées sur le patrimoine? Bah, bah non, justement, je viens de dire que c'était Il pas faut le il même. faudra que les chiffres il C'était pas faudra les que les mêmes. chiffres soient mis, en adéquation pour que Alors ça pourrait désavantager certaines entreprises françaises qui ont un fonctionnement où il y a une seule personne qui possède l'entreprise en entier. Parce que là, du coup, il y aura un impôt sur le patrimoine et il sera imposé sur le Après patrimoine. moi je vais dire un truc, c'est en fait ça avantage les entreprises françaises parce que les entreprises où la propriété elle est partagée, le contrôle il est partagé, elles sont plus démocratiques, fonctionnent mieux sur le marché. Ouais. On a des études qui montrent que les Et elles salariés payeront étant moins, plus elles payeront heureux, moins d'impôts. les, les travailleurs étant genre plus heureux, plus épanouis, parce qu'il y a plus de chances qu'ils ont un contrôle sur leur lieu de travail, sur leurs conditions de travail, une vraie participation démocratique, etc. Ils sont mieux payés aussi, donc ils sont plus. Et en plus, ils ont une incitation à travailler dur parce qu'ils ont le fruit de leur travail, en fait. Si l'entreprise, elle réussit de fou, bah, étant copropriétaires, eux, ils gagnent beaucoup, d'accord? Ils sont pas. Ah là, je vois qu'il y Là, a actuellement, quelqu'un. si vous êtes dans une startup et votre startup, elle fait x10 en taille, etc., votre salaire, il bouge pas. Hein. Enfin, il bouge si les actionnaires et les patrons, ils veulent bien. Mais pas forcément. Alors que si c'est une startup coopérative, voilà. Enfin, bref, c'est les scopes. Allez revoir la vidéo sur les scopes dans la description. Il y a un dossier de stats où ça montre qu'en fait, les scopes sont plus efficaces même sur le marché, quoi. Alors, il y a un Donc, les boîtes petit, françaises sont avantagées. il y a un petit amalgame qui est fait, petite ambiguïté. Je vois dans le chat, quelqu'un dit une même entreprise peut appartenir en partie à des actionnaires français et des actionnaires étrangers. Là, on parle de la domiciliation de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise française ou une entreprise étrangère? Bien qu'une entreprise peut
appartenir à, peut être possédé par des actionnaires étrangers. Là, on parlait est-ce que c'est une entreprise étrangère qui est en train d'agir sur le sol français ou est-ce que c'est une entreprise française? Ah, attends. Et Non, dans le cas d'une entreprise française, du coup, là, tu peux demander pour être actionnaire d'une entreprise française, tu peux leur demander de déclarer leur patrimoine. Sinon, ils renoncent à leur action d'une entreprise française. Tu vois, ça fait partie des lois. Du coup, les actionnaires étrangers d'une boîte ils ont domiciliée en France. Ils ont des taxes sur leur capital français, ouais. Ouais, mais ça sera sur les sur ce qu'ils possèdent en France. Revenus du capital ou sur le capital? Les deux. L'impôt sur le revenu, toutes les taxes en France, tu les payes en France. Libre à toi de vendre ce que tu possèdes en France si tu veux pas être soumis aux taxes françaises. Ça me semble. Là, c'est des choses qui existent déjà, donc je vais pas. On n'invente rien. Tu possèdes des trucs en France, t'es taxé sur ce que tu possèdes en France. Pareil aux États-Unis, si tu possèdes des trucs aux États-Unis, t'es taxé avec les trucs des États-Unis. Mais là, on parlait plus d'une entreprise étrangère qui agissait sur le sol français. Enfin bref, c'est un peu galère. De toute façon, c'est sûr que ce qu'on propose clash pas mal avec le libre-échange et la dérégularisation. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dérégularisations qui ont été mises en place depuis des dizaines et des dizaines d'années, où il y a pas mal de choses qu'on va devoir remettre en place. Et ça va, oui, pour certains propriétaires, ça va être un choc. Ils vont dire quoi? Mais du coup, je peux plus à la fois avoir une entreprise en France et la déclarer, la domicilier en Irlande et les gains les déclarer aux îles Caïmans et mon compte l'avoir en Suisse. Quoi? Je peux plus faire ça? Tu vois, oui. Cette personne va lui dire, dès que on sait que vous gagnez cet argent, nous, on tient nos comptes de notre côté. On sait que vous avez gagné cet argent. Si vous nous expliquez pas comment vous l'avez dépensé, on sait que vous l'avez gagné, vous devez payer une taxe sur votre patrimoine. Hein. Ça, je comprends pas pourquoi on le fait pas. On sait qu'ils gagnent l'argent. Du jour au lendemain, ils disent ah mais c'est pas sur mon compte. Non, c'est à toi de dire comment tu l'as dépensé, pourquoi tu l'as plus sur ton compte. C'est pas à nous de dire ah mince, du coup on peut plus savoir où il est, du coup tu payes pas tes impôts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bref. Ouais. Mais j'avoue qu'on parle moins de la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation. Faut en parler plus, hein. C'est une catastrophe. Hein. Tu crois que 100 milliards par an qui échappent à l'État français, même avec le système impôt actuel qui est pas ouf. Ok, juste une petite question. Tu crois que la transformation de l'impôt sur la fortune, de solidarité sur la fortune, d'accord? Qu'est-ce qui a changé entre ils ont détaxé les actions. Mais ouais, mais qu'est-ce qui a changé du coup entre avant et après? Entre l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt l'IFI. L'impôt de solidarité sur la fortune, c'était un impôt qui était sur ton patrimoine. Ouais. Mais maintenant, c'est plus tout ton patrimoine. Non, c'est que le patrimoine immobilier. Donc, est-ce qu'on va savoir facilement quel est tout ton patrimoine? Ou est-ce que maintenant, du coup, on a perdu cette information-là et maintenant, on a de l'information que à propos de ta fortune immobilière? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre t'as plus besoin de déclarer peut-être la fortune immobilière. J'ai l'impression que ça a permis à beaucoup de gens de... Je sais pas, moi je suis pas au courant de si tu dois déclarer ou pas parce que j'en ai pas, donc... Non mais t'as pas cette impression que du coup ça permet à beaucoup de gens de faire rentrer de l'argent qu'avant ils se permettaient pas de faire rentrer? Avant ils devaient avoir ils essayaient d'éviter l'ISF. De toute façon, c'est McKinsey qui a écrit les projets de loi et la commande, ça a été fait en sorte que mes potes milliardaires, ils payent moins. Celui-ci ne prend en compte que les biens immobiliers dans l'assiette de calcul, exonérant ainsi les actifs financiers, mais conserve le même barème d'imposition que l'ISF. Ouais, enfin, le même barème d'imposition de l'ISF, si tu exclus les actifs financiers, c'est plus le même barème. Enfin, Parce que barème, c'est genre juste les tranches. Non, mais bref, tout ça pour dire que vous voyez quand on fait des petits, là, ça peut paraître technique pour des gens qui écoutent, ou parfois on fait des débats assez théoriques comme ça sur genre quel système alternatif d'impôt ou des trucs comme ça. Mais dites-vous que sur quelques années qu'on discute de ces choses-là, on affine quand même vachement les idées qu'on avait là il y a quelques années. Ça devient de plus en plus précis, de plus en plus, tu vois,
On se dit, attends, non, mais dans ce cas particulier, comment on le gère et tout. Bah ouais, les Et tranches, donc, c'est un bon avec exemple en nos vrai. questions, oui, c'est voilà, des débats. Mais tu vois, ces débats-là, moi, je sais que dans 1 an, il y aura une méga vidéo qui sort sur la chaîne, genre, tu vois, dans le format beaucoup plus travaillé et tout, où là, on exposera, genre, la version Ouais. ultime du système qu'on propose. Et là, genre, ça sera hyper défendable. Tu vois, c'est comme quand on a, là, sur Twitter, j'ai tweeté sur le bail acquisitif et ça a créé toute une shitstorm où les droitards, ils ont rien compris. Ouais. Et là, du coup, on avait les arguments, ils étaient prêts. Et là, on était au taquet pour dire non, en fait, ce truc-là, il marche. Ouais. Ah, mais comment vous allez assurer la transition? Bah, en fait, on a un plan. Tu vois, on peut l'argumenter. Mais tu vois, c'est marrant Et donc, avec. merci beaucoup à toutes les personnes qui posent les questions, qui réfléchissent avec nous, parce qu'on est en train de co-construire genre, c'est vraiment un projet politique, un programme politique qui est genre l'après NFP, l'après LFI, même s'ils arrivent au pouvoir et ils implémentent tout ce qu'ils veulent, bah en fait on veut aller plus loin, tu vois, ce sera pas fini. Ouais, et ouais, je disais sur les tranches, c'est marrant parce que c'est vraiment le truc de ah, mais moi j'aime pas comment ça fonctionne maintenant. Du coup, par défaut, tu vas voir qu'est-ce que proposent les partis. Du coup, tu vois un parti qui propose un truc qui a l'air bien. Du coup, tu dis ah, du coup, maintenant c'est ça ma position. Puis après, tu dis attends, mais est-ce que c'est logique? Tu remets en question, est-ce que c'est logique ce qu'il propose? Après, du coup, tu dis non, c'est nul. Toi, tu dis bon, du coup, il faudrait vraiment faire un truc qui fonctionne. Et après, au fur et à mesure, on y réfléchit. Tu sais que toi, je m'avais convaincu à l'époque qu'il fallait pas les tranches, tu Ah ouais, vois. ouais. Et après, on y réfléchit, on Un catch, revient. Et tu te fais convaincre par n'importe qui arrivait avec Mais les ouais. pires arguments. Mais ouais, c'est pas que le fait que ce soit l'après-NFP, c'est que ce que propose le NFP, c'est une conciliation. Et je pense que personne ne devrait vouloir que ce que fait le NFP. Même les membres du NFP ne devraient pas vouloir ce qu'il propose. Ils devraient vouloir plus. Après, il y en a beaucoup qui sont au courant que c'est juste le projet là et Ouais, genre, quand j'entends mais. parfois Léo Mans ou Mélenchon parler et Ouais. tout, tu sens qu'ils veulent aller plus loin sur des trucs, mais voilà, le programme y est. Ok. Mais bon. Bon, Ok. cette semaine, on était un peu en retard, les gens, mais on revient le vendredi en live, le vendredi soir. Et le dimanche, l'épisode sortira le dimanche, comme d'habitude. Hein, c'était juste en retard une fois là, désolé. Mais ouais, cette fois-ci, on note le rendez-nous dans l'agenda. Cette On note fois-ci. bien, cette fois-ci. Rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde.